Bienvenue dans les Hauts-de-France pour cet épisode un peu particulier. Suivez-moi entre mécanique et technologie à la rencontre d'un compétiteur hors du commun. Je m'appelle Nigel Bailly, j'ai 29 ans et je suis paraplégique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors j'ai commencé le motocross à l'âge de 6 ans. Malheureusement, à l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'un accident et il en résulte aujourd'hui une chaise roulante pour ma part. Mais la passion pour les sports mécaniques ne m'a jamais quitté et j'ai rebondi directement en pratiquant le karting. À première vue, sur la piste, ces deux karts ont l'air semblables. Pourtant, l'un est particulier. Celui de Nigel, en rouge, a été spécialement adapté pour pouvoir être utilisé sans les pieds. Toutes les commandes se trouvent au niveau du volant. Nigel a perdu l'usage de ses jambes en avril dernier lors d'un accident de motocross. Accro des sports moteurs, il s'est reconverti dans le karting. Quelques années plus tard, le rêve était toujours en moi de faire du sport automobile. Et les choses se sont lancées il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et maintenant, on prend part à un grand projet qui nous amènera aux 24 heures du Mans en 2020. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, tu as sauté le pas et tu es reparti vers le sport automobile et là en mode compétition? C'était mon plus grand rêve et j'ai mis les chances de mon côté pour y parvenir. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aiguillé, qui m'ont dirigé et ça a permis de me lancer. Tu as commencé en championnat belge, aujourd'hui tu es dans la filière Frédéric Sausset. Quel a été ton parcours depuis 2 ans? Alors si je devais mettre tout ça en avant, ça s'est vraiment réalisé sur le tas. Il y a eu les sélections que Frédéric Sausset a lancées au mois de septembre au Mans. Je pense que rien ne me prédestinait à être aujourd'hui à bord d'un prototype type LMP3 et qui plus est LMP2 en 2020. Alors comment s'est passée la sélection justement? Tu dis qu'il y avait des pilotes meilleurs que toi, comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait sur une journée complète avec des séances de roulage qui nous étaient proposées. Lors de cette première séance, nous étions 5 pilotes. Les temps autour ne devaient pas être chronométrés, sauf qu'ils l'ont quand même fait. Donc moi je ne suis pas non plus trop pressé en piste parce que les conditions étaient très difficiles. Il avait plu toute la journée. On découvrait une voiture qui était une Audi R8 V10+. 4 motrices malgré tout, avec des freins en carbone, etc. Mais je connaissais pas la voiture ni l'adaptation. C'était un nouveau système d'adaptation avec lequel je n'avais jamais roulé avant. Et au terme de cette journée, les professionnels du métier ont jugé que j'étais suffisamment bon que pour prendre part à la filière. Et mais je n'étais pas spécialement le plus rapide, en effet. C'est une filière internationale, tu as un collègue français, un collègue japonais. Comment s'est passée l'intégration dans le team? Alors, très bien. Tout d'abord, Snoussi, je l'avais rencontré lors de cette première séance de test, puisque nous sommes 2 pilotes à avoir été repris durant cette première séance. Ensuite est venu Takuma, mais c'est vrai que la cohabitation au sein du team se fait correctement. Il y a juste une petite barrière avec la langue, étant donné que Takuma parle le japonais, il parle quand même l'anglais, mais on y travaille. Et de toute façon, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a différentes cultures qui se rejoignent, et ça c'est très important. Différentes cultures, mais différents passifs de pilotes aussi? Oui, clairement, parce que Takuma a beaucoup plus d'expérience que Snoussi et moi. Snoussi est instructeur pilote depuis environ 10 ans maintenant. Takuma connaît la pression puisqu'il a roulé en MotoGP pendant des années. Il est issu de la célèbre famille Aoki en MotoGP. Donc ses 2 frères également roulaient à haut niveau. Et donc la pression, lui, il la connaît un peu plus que nous, on va dire. Ça fait partie du jeu de toute façon. Alors pour cette saison, nous prendrons part à l'Ultimate Cup Series avec la filière Frédéric Sausset. C'est un tout nouveau championnat qui vient d'être lancé. Nos objectifs sont clairs, c'est de terminer tout d'abord les courses et surtout bien figurer au classement, à savoir si possible sur le podium.
Donc voilà, ce sera un gros challenge cette année. On devra confirmer ce qui a été réalisé l'an passé. Et on croise les doigts, mais on est vraiment sur une phase évolutive. Et ça, c'est le plus important pour nous. Tu as besoin de sponsors, vous avez besoin de sponsors, avec la filière, de gens qui vous suivent, qui vous aident. T'en es où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça avance plutôt bien de mon côté, bien que on n'en a jamais assez, je pense. Hein. C'est la dure loi du sport automobile. Mais voilà, Frédéric Sausset avance de son côté également. Nous devons trouver des budgets de notre côté pour évidemment compléter le budget de la filière. Voilà, donc c'est en bonne voie, c'est en de très bonne voie. Les gens sont assez réceptifs, les gens sont admiratifs, et donc voilà, ça facilite un petit peu les choses. Alors, tu m'as dit que tu étais en pleine préparation, j'imagine que c'est comme pour les pilotes de haut niveau. Comment ça se passe en ce moment ? Alors, pour la préparation physique, je suis suivi par 2 centres du côté de Charleroi en Belgique, qui s'appellent l'Observatoire du sport et le GHDC. Donc je suis suivi par un préparateur et par un médecin sportif. La préparation, dans mon cas, eh bien, on oublie le bas, puisque le bas n'est pas fonctionnel. Donc on travaille tout ce qui est renforcement de la partie haute du corps, donc triceps, biceps, épaules, ceinture abdominale, le cardio également, parce que bon, il faut avoir une endurance. Et quand on roule dans une voiture avec de l'aéro, etc., le corps est mis à rude épreuve. Voilà, il faut travailler, il faut se renforcer, parce que bon, on n'arrive pas au Mans ou on n'arrive pas dans des compétitions à haut niveau sans avoir un entraînement physique assez important. Donc voilà, on travaille main dans la main tous ensemble avec les 2 centres et ça se passe très très bien. Les objectifs de Nigel après Le Mans, la reconnaissance du handisport automobile, les opportunités à saisir à l'avenir. Allons plus loin et rêvons un peu. Ce qui est paradoxal en fait, c'est de se dire qu'on va participer à la plus grande course d'endurance au monde, et la plus mythique, je dirais, mais que parfois je me dis qu'il y a des courses qui ont un niveau inférieur, qui sont peut-être moins importantes, et ça serait plus compliqué finalement de participer à ces courses-là. Donc clairement les objectifs pour 2021, 2020, 2021, ce serait également de participer notamment aux 24 heures de Spa-Francorchamps, qui est la plus grande course GT au monde. Pourquoi pas ensuite penser à une certaine course aux États-Unis, telle que les 24 heures de Daytona. Et voilà, pourquoi pas, on verra. Je sais que tu es particulièrement amateur de voitures et de courses américaines. Daytona, Indianapolis, c'est des choses qui te paraissent réalisables aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des précédents ? Non, il n'y a pas eu de personnes à mobilité réduite qui ont participé à ce type de course. J'ai eu la chance d'être présent en 2016 pour la course d'ouverture de la NASCAR avec un certain Michel Disdier au volant. Voilà, ce sont des choses incroyables. C'est être proche du circuit, voir passer de gros V8 à pleine charge sur ovale, avec un panel de 400 000 personnes devant nous, c'est extraordinaire. Donc voilà, oui, clairement, les États-Unis, ça me botterait bien en tout cas. On a parlé endurance avec Le Mans, on a parlé des courses américaines. Qu'en est-il de la discipline phare, la Formule 1 ? C'est complètement intouchable ? Ouais, c'est totalement, je pense que c'est totalement intouchable. C'est totalement intouchable. C'est pour ainsi dire, voilà, on est à 29 ans, ou même voilà, des pilotes qui font de l'endurance, parce que bon, la Formule 1 c'est une chose, mais l'endurance en est une autre. En général, c'est l'inverse. Les pilotes de Formule 1 vont en endurance après leur carrière. On pourrait prendre le cas d'Alonso, Jenson Button, Sébastien Buemi, des pilotes comme ça qui ont été en Formule 1, mais qui se sont retrouvés ensuite en WEC, en World Endurance Championship, et qui font du très très bon travail. Et que finalement, ils se disent que c'est pas plus mal d'être en endurance, parce qu'ils prennent beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, je pense c'est une chance aussi. C'est une chance de pouvoir être un jour sur la grille de départ avec un certain Alonso ou un Jenson Button. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en Formule 1, parce que la Formule 1 est vraiment cadenassée. Ce sont les strass, les paillettes. C'est quelque chose qui fait rêver tout pilote, je pense. Mais c'est intouchable, je pense. On parle souvent d'exemples, on a parlé de Frédéric Sausset évidemment, on pense aussi à Zanardi. Qui sont les gens qui comptent pour toi et qui te guident ? Ouais, il y a évidemment de grands pilotes. C'est
pas pour rien que mes parents m'ont prénommé Nigel, hein, c'était prémonitoire je pense. Mais c'est sûr que Zanardi a également une force incroyable. Après avoir eu un grave accident en 2001 en champ-car, il a été doublement amputé des jambes. On l'a vu ici aux 24 heures de Daytona, où par exemple on voit une vidéo où il s'extrait de la voiture, où il sangle son coéquipier, et tout ça sans les jambes. Donc voilà, ce sont des pilotes aujourd'hui qui ont une grande notoriété et qui font de belles choses dans le sport automobile. Le fait de prendre part à la filière, c'est vraiment pour faire véhiculer un message positif que des personnes à mobilité réduite peuvent finalement faire du sport à haut niveau. Qui plus est dans le sport automobile, parce que bon, il n'y a pas de championnat dans le monde du sport automobile où il n'y a que des personnes à mobilité réduite qui roulent en compétition. On peut très bien parler donc des Paralympiques, des fédérations qui sont vraiment axées sur le handicap. Là, le but est de vraiment de faire passer un message que c'est pas parce que nous sommes en chaise ou handicapés, que sais-je, que l'on ne peut pas pratiquer du sport à haut niveau et qu'on ne peut pas finalement faire du sport avec des valides, tout simplement. Donc l'idée de ce projet est de vraiment avoir une certaine ouverture d'esprit et de finalement booster les personnes qui sont dans le même cas et de leur permettre également de rêver et de leur donner envie de faire quelque chose un petit peu atypique. Et ça, c'est important.